Estem en l'equador de les jornades, avui és el tercer dia. Espero que estiguen de profit per a tots i per a totes. Avui anem a començar este tercer dia i anem a parlar de disseny especulatiu, de disseny ficció, que són coses que no se solen tractar massa en aquest tipus d'ensenyaments. I el disseny ficció el que es tracta és de narrar un futur fictici, però probable, plausible o possible, això deia Josep Boros, a partir d'un o diversos prototips diegètics i empírics que ens serveixen per a construir aquest futur. El disseny especulatiu naix de la mà de dissenyadors com Dwayne Raby en els 90 i això és el que fem en l'assignatura optativa de Future Design, que és el segon any que l'impartim. I els friquis d'aquest tipus de disseny estem bussejant per ahí, per blogs, per webs, i trobem a gent com els ponents que tenim avui ací, a Charlie, Elsa, bienvenue chez nous. Venen de França, de París. Vas veure una exposició que ells tenien en París, en el pavelló de l'Arsenal, perquè van guanyar un premi van poder desenvolupar aquesta exposició. Vaig agarrar un vol, vaig anar a veure l'exposició, vaig parlar amb ells i els van dir que si volien, si podien compartir uns dies el seu pensament, les seues idees diferents, molt diferents a el que estem acostumats, com us hem dit. Aleshores, ells són Punchak Studio, són arquitectes, però fan disseny ficció, disseny crític, i mitjançant l'humor i projectant un futur, treballen el tema de la problemàtica de la ciutat, del problema de la vida. I l'exposició, hem portat així una xicoteta mostra de lo que ells van tindre allí en el pavelló de l'Arsenal, que és el que teniu a dintre de la biblioteca. Aquestes imatges, que són les que ells fan, a partir d'un treball d'investigació. I esta vesprada i demà, de matí i de vesprada també, faran un taller d'Impossible Future. Com vos dic, són maneres diferents que jo crec que hem d'aprofitar i que crec que hem de veure què és el que fa altra gent o altres maneres, perquè crec que això ens enriqueix també a nosaltres. No és sols el disseny per a solucionar un problema, sinó pensar en aquest problema i mitjançant el disseny parlar d'aquest problema. Aleshores, ho deixo en Punchak Studio, en Elsa et Charlie. Merci beaucoup pour être ici avec nous. I espero que vos conten coses interessants, diferents, segur. Gràcies. Muchas gracias por la presentación. Hola a todas y todos. Para nosotros es un honor de estar aquí. Vamos a hacer la presentación en francés porque no hablamos mucho en español. Las diapositivas son en inglés. Y muchas gracias a Marta, la traducción. Nous sommes Elsa et Charlie, on est tous les deux fondateurs et fondatrices de Punchak, qui est un studio de recherche en architecture, en design fiction. Et depuis 4 ans maintenant, on travaille autour de plusieurs projets qui allient de la scénographie. C'est bizarre de parler aussi en français, parce que je peux très bien. On travaille autour de projets alliant scénographie de festivals, mise en scène d'événements, comme le Guide Michelin, ou à travers de recherche et de publication
aussi, où on met le graphisme, enjeux sociétaux, architecturaux contemporains avec l'absurde et le humor. Quand on a créé Pumchak, on travaillait autour de la notion d'immersion et de la manière dont on se sentait dans un espace et comment nous l'habitons. Bueno, buenos días, somos Elsa y Charlie, fundadora y fundador de Pumchak. Es un estudio especializado en escenografía e investigación sobre arquitectura y diseño ficción. Se me hace un poco raro hablar en francés delante de todo un público en español, ¿eh? Desde hace 4 años trabajamos en proyectos muy diversos que van desde la escenografía para festivales hasta la puesta en escena de eventos, por ejemplo, para la guía Michelin. Y pasamos también por la investigación y publicaciones, en las que mezclamos el diseño gráfico, las cuestiones sociales y arquitectónicas contemporáneas con el absurdo y el humor. Cuando creamos Pumchak trabajamos en torno a la noción de inmersión y a cómo nos sentimos en un espacio y cómo lo habitamos. À ce moment-là, on se demandait, faute d'argent, comment on pouvait construire l'immersion. Comment, en tant qu'architecte, on pouvait la réaliser, la faire vivre à des gens. En aquel momento nos preguntábamos, porque teníamos poco dinero, cómo podíamos, ¿no?, afrontar esa inmersión, cómo podíamos construir la inmersión como arquitectos y arquitectas y, por extensión, cómo darle vida y compartirla. Il y a 4 ans, quand on a passé notre diplôme d'architecture dans l'école de Paris-Malaquais au centre de Paris, on a développé une série d'outils immersifs, des objets qui modifiaient notre environnement, notre contexte et à ce stade à plus grande échelle du coup l'architecture. Cuando ya nos graduamos en la Escuela de Arquitectura de París-Malaquais, desarrollamos una serie de herramientas inmersivas que lo que hacen es modificar nuestro entorno, nuestro contexto y ya a mayor escala la propia arquitectura. À ce stade, on était persuadé qu'en modifiant notre perception de l'architecture, on pouvait modifier l'architecture elle-même. Par un enjeu d'élargissement de la vue, par exemple, par l'ouïe aussi, où on changeait notre perception, ce qu'on entendait de la gauche, de la droite, peu importe aussi, pas du pas. Et donc on avait créé, là vous voyez 4 dispositifs, donc l'ambianscope, le second, qui modifiait notre rapport à l'espace par un enjeu de lentille qui agrandissait, élargissait, rétrécissait l'espace dans lequel on pouvait être. En esa etapa estábamos convencidos de que si cambiábamos nuestra percepción de la arquitectura, estábamos cambiando la propia arquitectura. Por ejemplo, si aumentábamos la visión, si veíamos la derecha por lo de la izquierda a la derecha, y presentamos estos 4 ejemplos de ahí. En el segundo, que se llama Ambianscope, lo que decíamos era utilizar las lentes para hacer que el elemento que teníamos delante fuera más grande, más pequeño, más distorsionado. Le premier, de la même manière, le visiodescope, ça nous permettait d'associer ce qu'on voyait à ce qu'on entendait. Donc dès qu'on visait quelque chose de notre regard, on entendait uniquement ça, et rien du tout du reste. Y con el segundo, el videoscope, lo que hacíamos era asociar lo que oímos con lo que vemos, bloqueando el resto de sonidos. Très rapidement, on s'est confronté à des enjeux réels de vivre, c'est-à-dire de pouvoir vivre de notre travail, de nos recherches, de nos productions. Au travers de nos expériences, on s'est rendu compte que le métier d'architecte semblait très clair pour nos clients, pour les gens avec qui on travaillait, mais pour nous, c'était pas du tout clair. Et du coup, il fallait qu'on réfléchisse à comment mieux véhiculer notre métier, déjà pour nous-mêmes et ensuite pour les autres. Pronto nos enfrentamos a los retos reales de vivir de nuestra propia investigación y nuestra propia producción. A través de nuestras experiencias nos dimos cuenta de que la profesión de ser arquitecto o arquitecto para nuestros clientes estaba clarísima, pero para nosotros era poco clara, un poco difusa. Entonces empezamos a ver cómo podíamos reflexionar y vehicular qué significaba esta profesión de arquitecto y arquitecta. Ça a passé par différentes questions comme qu'est-ce que c'est qu'être architecte aujourd'hui? Comment on peut agir sans se sentir responsable de tout ce qui se passe de mal un peu dans le monde dans lequel on vit, et aussi de savoir mieux gérer l'impact de notre réalisation et de se demander surtout quel était notre rôle en tant qu'architecte. Y nos planteamos varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué significa ser arquitecto o ser arquitecta hoy en día? ¿Cómo podemos hacer lo máximo que podemos por nuestro entorno? ¿Cómo no sentirnos responsables de las cosas malas que están pasando en el mundo? ¿Cómo gestionar el impacto de nuestro trabajo? ¿Cuál es nuestro papel? À côté de ça, on remarquait aussi qu'il y avait énormément de choses absurdes dans la ville. Ça passait dans l'urbanisme, à plus grande échelle, des mobiliers anti-SDF, mais qui étaient très actés et pas remis en cause, comme si c'était là et que nous on vivait avec et qu'il n'y avait pas de problème avec ça. Y entonces nos dimos cuenta
que había varias instalaciones absurdas, ¿no? De diversas formas en la ciudad, podríamos hablar desde el punto de vista de la arquitectura, del urbanismo a más gran escala. Por ejemplo, el mobiliario que hay contra los sin techo, que está ahí y que parece que nadie se cuestiona. Ces dispositifs, ils sont pourtant pensés par des designers, par des architectes, par des urbanistes, et soumis aussi à des votes, à des budgets, à des questions d'argent aussi monétaire. Et on s'est demandé pourquoi tout ce que vous voyez là, la question principale, l'enjeu n'était pas lui remis en cause. Peut-être que ça vous dit déjà des choses aussi de voir ce type de dispositif en Espagne, à Valence, à Castelló ou autre. Y en cambio esos dispositivos, por ejemplo los que veis en pantalla, que son dispositivos hechos para la gente sin techo, que no pueda sentarse, no pueda dormir allí, están diseñados por diseñadores, hay arquitectos, hay urbanistas, hay presupuestos, ¿verdad? Se vota qué mobiliario va a salir y cuál no va a salir, y por qué no vamos un paso más atrás o más hacia adelante y vemos cuál es de verdad el reto. No se cuestiona ese tipo de mobiliarios. No sé si aquí en Castellón, en Valencia, tenéis si os impacta o no este tipo de mobiliarios. On prend souvent comme exemple l'exemple des mobiliers anti-SDF parce qu'ils répondent très certainement à un enjeu mais qui est peut-être mal posé. À la question comment réduire le nombre de sans-domicile fixe dans la ville, peut-être que les mobiliers anti-SDF sont une bonne réponse, mais peut-être qu'il y a une autre question sous-jacente, un peu supérieure, qui est plutôt comment rééquilibrer les richesses. Et en posant cette question, peut-être qu'on n'arrive pas à avoir du coup ce type de mobilier dans la ville. Du coup que ça change aussi notre vision de l'espace. Ponemos muchas veces este ejemplo de los mobiliarios contra de las personas sin techo porque es verdad que hay un reto, hay un problema, una situación que es reducir el número de las personas sin techo. Pero ¿es el mobiliario contra esas personas la solución? ¿O no podemos ir un pasito más hacia arriba y mirar y ver cómo equilibrar las riquezas? A lo mejor estos mobiliarios no es la respuesta a la pregunta que tenemos como sociedad. On pourrait se dire par à peu près un trop-plein de gouttes d'eau dans le monde dans lequel nous on vivait, on voyait beaucoup de ces choses-là, et on s'est dit qu'il était temps pour nous d'agir et qu'on pouvait potentiellement trouver des bonnes manières d'agir tout en faisant la même chose, c'est-à-dire des solutions un peu absurdes. Y yo creo que fue más o menos en ese momento, cuando teníamos ya el vasito a puntito de rebosar, de estas pequeñas gotas que iban cayendo, cuando nos dijimos que, bueno, que estábamos tomando el pulso a nuestra profesión y que ya era hora de actuar. Y a lo mejor actuar era crear soluciones igual de absurdas que estas para la sociedad en la que estamos. On n'a pas vocation d'être moralisateur ou moralisatrice, on ne prétend pas savoir ce qu'est une bonne question ou une mauvaise question, ou encore moins savoir quel est un bon enjeu, mais on sait une chose, c'est ce qu'on ne veut pas du tout. Et on sait qu'il y a des choses qui ne nous plaisent pas dans le monde dans lequel on est. Mira, nosotros no tenemos ninguna intención moralista. No se trata aquí de pretender saber qué es una buena o una mala pregunta, cuál es, y todavía mucho menos, cuál es un reto que es correcto o no, cuál es un problema correcto o no. Pero sí que hay una cosa que tenemos muy clara y es una cosa que nosotros no queremos. On n'aime pas et on ne veut pas du coup d'un monde individualiste qui aurait pour compte des conséquences un peu désastreuses dans le monde dans lequel on vit. Et on défend plus une vision collective pour agir ensemble en réponse à ces enjeux dont on va vous parler juste après. ¿Qué es lo que no queremos? No queremos un mundo individualista que tendrá consecuencias y tiene consecuencias desastrosas para el mundo en el que vivimos. Defendemos una visión colectiva para actuar juntas y juntos y dar respuesta a estos retos que veremos hoy. On a donc du coup réouvert des livres qui sont ici et que vous voyez aussi ici, qui sont un peu nos livres de chevet, qui questionnent l'absurde et qui nous replongent dans un univers dans lequel on s'identifie aujourd'hui. Así que volvimos a nuestros libros de cabecera, algunos los tenéis aquí encima de la mesa, y nos sumergimos en un mundo para cuestionar lo absurdo. Alors, en janvier 2023, là, on a rencontré avec Sobio. On s'est lancé vraiment dans cette recherche de faire rire, tout en faisant notre métier d'architecte, à travers du coup, une exposition et une publication. Et on considère un peu que tout notre travail, c'est un peu à l'image d'une concertation collective pour vraiment construire ensemble la ville. En enero del 2003, que es cuando conocimos a Eusebio, nos estábamos embarcando en esta búsqueda del humor, de hacer reír, mientras hacemos nuestro trabajo como arquitectas y arquitectos a través de una exposición y una publicación que vemos un poco como una imagen de una negociación colectiva de cómo hacer las cosas juntas como sociedad.
Alors, nous avons répondu à la 6e édition de l'accélérateur de projet du pavillon L'Arsenal, qui est le centre d'urbanisme et d'architecture à Paris, et pour lequel nous avons été lauréats. Et donc aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet qui s'intitule Impossible Futur. Participamos, por tanto, en la 6ª edición de la aceleradora de proyectos en el pabellón d'Arsenal, que está en París, y resultamos ganadores, y por eso hoy os presentaremos parte de esto que lleva como título Un posible futuro. À l'image des mobiliers anti-SDF dont vous présentez Charlie, on a développé 32 dispositifs fictifs en réponse à 32 enjeux contemporains et sociétaux actuels. Notre projet, il s'appelle Impossible Futur, où on joue un peu avec les mots, une double lecture, donc celle d'un possible futur qui nous attend si on agit collectivement, et celle d'un impossible futur qu'on ne veut pas, mais qui nous attend si on agit individuellement. Al igual que los muebles contra las personas sin techo que os habíamos visto antes, nosotros desarrollamos 32 dispositivos ficticios dando respuesta a 32 problemáticas contemporáneas y sociales. Como os decía antes, el proyecto se llama Un posible futuro. En francés suena, lo digo porque si no, no tiene gracia el doble sentido, un posible futuro también suena en francés a imposible futuro, ¿vale? Hay un juego ahí de impossible y impossible, suena parecido. Entonces, por eso este título nos da esa doble posibilidad, que es un futuro que sí que es posible y que vamos a conseguir ese futuro si actuamos colectivamente, y un futuro imposible que nos espera si seguimos actuando de manera individual. En ce sens, chacun des 32 dispositifs qu'on a développés sont des véritables réponses. On les a accentués vraiment dans le côté réel, mais ils présentent tous une limite qui les rendent impossibles. On va vous les présenter. Y estos 32 dispositivos todos podrían ser reales, ¿no? Todos tienen una respuesta genuina al problema original, pero todos plantean un límite que los hace imposibles. Alors pour ce faire, on a développé une méthodologie en 4 temps, où dans un premier temps, on récolte des enjeux qui sont liés à la ville. Déjà, on se pose la question, qu'est-ce qu'un enjeu ? À partir de quand un enjeu n'est pas trop un enjeu trop niche, mais qui est un enjeu qui est assez général et qui concerne un maximum de personnes. Les enjeux, on les récolte, que ce soit des discussions entre nous deux, on parle énormément entre nous, que ce soit par des groupes, à travers des lectures, sinon au travers de journaux télévisés qui dépeignent un monde en général qui s'effondre, où tout est bon un peu à prendre pour récolter ces enjeux-là. Hemos desarrollado una metodología que va en 4 etapas. La primera etapa es recoger retos o problemáticas. Ya la de entrada es que es un reto, ¿no? ¿Y en qué momento un reto se convierte en un reto de verdad principal, que tiene peso, que es general? ¿Cómo llegamos a hablar o a recuperar esos retos? Bueno, pues hablando entre nosotros dos, porque nos pasamos el rato, la verdad, comunicándonos y hablando, o también hablando en grupo, con más gente, leyendo un libro, viendo las noticias. Normalmente las noticias siempre nos muestran un mundo que se está derrumbando y que se está acabando. Todo nos sirve para ver cuáles son los retos. Dans un deuxième temps, une fois qu'on a récolté les enjeux, on les classifie. On les a classifiés en 5 catégories: inclusivité, mobilité, écologie, sociabilité et confort. La segunda etapa es clasificar los retos. Los hemos clasificado en 5 categorías, que es inclusividad, movilidad, ecología, sociabilidad y confort. Et dans un troisième temps, on conçoit ces dispositifs-là, où on va vraiment les imaginer à la vis près. Il faut qu'ils soient extrêmement réels, industriables. Et ces dispositifs, ils sont portatifs, afin de les rendre aussi, pour que tout le monde se rende pas spectateur de la ville, mais acteur de la ville. Donc c'est pour ça qu'on travaille à l'échelle du corps. La tercera etapa es diseñar esos sistemas. Se trata de dar respuestas auténticas que sean industrializables y portátiles. No queremos que las personas sean simplemente pasivos, ¿no?, que van a ver a los sitios, sino que tiene que ser siempre a medida del cuerpo para que lo puedan llevar, ¿no?, y que sean actores activos. Et enfin, la dernière étape dans notre méthodologie,
c'est le temps de discussion et de sensibilisation autour des dispositifs et des discussions qu'on a eues jusque-là. Et en général, on pose la question, est-ce qu'on veut vraiment en arriver jusque-là? Peut-on réellement vivre dans un monde dans lequel, par exemple, pour survivre dans le tsunami, on a besoin d'une combinaison à ressort pour faire sauter au-dessus des vagues? C'est un exemple. La cuarta etapa, y es la más importante, es un poco la del debate y la de la sensibilización del dispositivo creado, ¿no? Ahí nos movemos en torno a preguntas como, ¿pero de verdad queremos llegar hasta aquí? Os pongo un ejemplo claro. ¿De verdad queremos que para sobrevivir a un tsunami necesitemos un traje de muelles que nos haga saltar por encima de las olas? Pues un poco solo un ejemplo. À l'image de tout début de projet, comme des architectes simples, on va dire classiques, on a pris comme site de projet notre corps. Du coup, il a fallu le dimensionner, mesurer les proportions, les échelles entre nos yeux et nos oreilles. On est tous formés différemment, donc il a fallu qu'on dessine ça. Como ocurre al principio de cualquier proyecto y como dentro de arquitectos clásicos, ¿no? Lo hicimos el cuerpo como nuestro lugar para el proyecto, pero claro, somos todas y todos muy diferentes, entonces había que tomar medidas, ¿no? La distancia de los ojos, de las orejas, para ver diferentes proporciones. Du coup, on a modélisé, on a créé un personnage en modélisation 3D qui n'est non genré, qui n'a pas de sexe et pas non plus de traits ethniques et de gabarits moyens, pour que le plus grand nombre s'identifie à ce personnage, qui n'est pas un bonhomme, qui est un personnage. Desarrollamos un personaje en 3D, un personaje sin género, no se podía saber qué género tenía, tampoco sin ningún tipo de rasgos étnicos y un poco de tamaño medio para que la mayor cantidad de personas se vieran reflejadas en ese personaje. Dès qu'on conçoit des dispositifs, on prend en photo la position du corps dans lequel on aimerait se réaliser le dispositif et ensuite on vient simplement modéliser le personnage en lui déplaçant les doigts, les têtes, les oreilles, etc. pour qu'il ait cette position. Donc là vous voyez un exemple par exemple de comment on arrive jusqu'à dessiner le dispositif. Para diseñar el dispositivo lo primero que hacemos siempre es hacer una foto de cómo queremos que la forma que tenga el dispositivo. Y luego lo que hacemos es movemos, ¿no? Dedos, brazos para conseguir la forma que tenemos en la foto, como podéis ver aquí en el ejemplo. En l'occurrence ici vous voyez une des étudiantes dans le cadre d'un atelier qu'on a mené, un peu comme ceux qu'on va mener aussi demain et après-demain, qui prend une position et voilà. Aquí veis una estudiante de uno de los talleres que hicimos, un taller parecido al que vamos a hacer mañana y pasado mañana aquí, y bueno, por la forma que tiene para hacer la foto y hacer el dispositivo. Pour chaque catégorie dont vous parlez Elsa tout à l'heure, on a attribué une couleur. Para cada categoría de las que nos comentaba antes Elsa, tenemos un color. Donc bleu pour le confort, vert pour l'écologie, violet pour l'inclusivité, orange pour la sociabilité et jaune pour la mobilité. Entonces tenemos azul para el confort, verde para la ecología, morado para la industria, naranja para la sociabilidad y amarillo para la movilidad. Maintenant, on va vous montrer quelques exemples des dispositifs qu'on a imaginés. Donc, par exemple, là, on est dans la catégorie écologie. À la question comment réduire la consommation électrique dans les villes, on a imaginé un réverbère économique à détection sonore, où il faut crier pour que la lumière s'active pendant 3 secondes. La limite de ce dispositif-là, c'est que finalement, en général, quand on a besoin de la lumière, c'est la nuit. Et si tout le monde se met à crier la nuit, ça deviendrait vite la cacophonie. Bueno, pues vamos a ver algunos de los ejemplos. Este primer ejemplo está dentro de la categoría de la ecología y la idea es cómo reducir el consumo eléctrico en la ciudad. Hemos creado un dispositivo donde se enciende una luz si gritas durante 3 segundos. ¿Para dónde está la parte? Pues que normalmente uno necesita la luz o una necesita la luz por la noche, ¿verdad? ¿Os imagináis si nos ponemos todos a gritar para conseguir la luz? Un deuxième, par exemple, on a souvent le cas en France, j'imagine aussi en Espagne, j'imagine que c'est un peu un problème général. Le problème du bruit dans les restaurants, des nuisances sonores. Ici, on imagine un isolateur à discussion privée qui permet d'échanger une discussion avec la personne avec qui on partage le repas. Par contre, sa limite, c'est que du coup, si on veut se déplacer, on est obligé de se déplacer avec l'autre et ça accentue quelque chose de très gênant que je vais faire ici, qui sont les bruits de boucherie.
En Francia tenemos un problema que a lo mejor también tenéis, vale, que también, seguramente también tenéis en España, porque yo creo que es un problema un poco generalizado, que es el ruido, ¿verdad?, en los restaurantes. Entonces creamos diríamos un aislador de sonidos. ¿Cuál es el límite que hay en este aislador de sonidos? Pues que si te tienes que mover con la otra persona. Y luego que acentúa ciertos ruidos, yo sé que lo habéis oído con él, pero solo para divertiros lo volveré a hacer, que son los de cuando comemos. Et aussi derrière chaque dispositif, il y a toujours aussi, on essaie de trouver quelque chose, un côté un peu poétique, où là finalement, est-ce que dans des endroits sociaux où on a envie d'échanger, on a vraiment envie de se retrouver dans notre propre bulle, dans une sphère? En cada dispositivo siempre hay también una lectura o una visión política, y aquí un poco sería, si en un medio social donde la idea es compartir, ¿de verdad nos queremos aislar en una burbuja? La question des trajets aussi, elle est assez importante, que ce soit les trajets entre l'école ou de chez nous pour aller à l'école, pour amener les enfants, pour aller au travail, etc. Donc à la question comment réduire la durée de trajet, on a imaginé les chasseurs, donc ce sont 2 échasses, qui permettent de réduire le nombre de pas, et donc d'arriver plus rapidement d'un point A à un point B. La limite, c'est qu'il faut être dans le bon sens du vent, sinon on recule. Et qu'il faut monter sur 4 mètres de haut aussi. Bueno, otro de los retos de los dispositivos era cómo reducir, ¿no?, la duración de los viajes. Por ejemplo, de casa a la escuela, de casa al trabajo. Creamos estos zancos del aire, que la idea es reducir el número de pasos para ir de un punto A a un punto B. ¿Cuáles son los límites? Pues que espero que el viento lo tengas a favor, porque si no, en vez de ir hacia adelante, te vas a ir yendo cada vez más hacia atrás, y le que tienes que subir un dispositivo de 4 metros para poder hacer los zancos grandes. Un autre, enfin dans la catégorie inclusivité, qui est comment cohabiter avec des nuisibles, donc avec des animaux qui sont dits comme étant des nuisibles. Là, en l'occurrence, on imagine une structure de verre dans laquelle on viendrait mettre des déchets, et ensuite les animaux grimpent à l'intérieur. Sauf que la limite que ça pose comme question, c'est qui devient nuisible de qui? Est-ce qu'un rat, par exemple, est vraiment un nuisible quand on voit qu'il mange que d'un quart des déchets, en l'occurrence à Paris, on en a beaucoup. Este otro dispositivo entraría dentro de la categoría de inclusividad, y como podéis ver en la imagen, es crear un dispositivo que va alrededor del cuerpo y es un poco ir en contra de lo que se denominan las plagas. Es esa estructura de vidrio y se ponen desechos dentro, y entonces, por ejemplo, el ratón entra, ¿no?, para comerse esos desechos. Y aquí vamos a ver quién es la plaga de quién. Es decir, el ratón es una plaga si se está comiendo un cuarto de los desechos que, por ejemplo, en París tenemos así. Derrière chaque dispositif, on vient aussi ajouter, on prend part dans des références. Par exemple, le réverbère que vous avez vu, la lampe tout à l'heure, prend référence dans les poissons des abysses, les poissons lanternes. Là où celui-ci prend référence dans le joueur de flûte de Hamelin, qui est un conte pour enlever la peste dans les villes avec la poche. Siempre tenemos referencias a la hora de hacer nuestros dispositivos. Por ejemplo, en el de antes, ¿sabéis? ¿Os acordáis del de la lámpara que gritaba? Pues ese es como un pez linterna, ¿no? Este daría un poco un paralelismo con el flautista de Hamelin, ¿no?, que iba cantando para sacar las plagas. Les enjeux, on les prend aussi des exemples qu'il y a dans notre quotidien. Et par exemple, récemment, en France, il y a une loi qui a été votée où il est interdit de fumer dans certains espaces publics. Et donc, on a choisi de répondre à la question comment, en tant que non-fumeur, profiter d'une terrasse. Et on a imaginé un dispositif où il faut qu'il y ait un fumeur pour que le dispositif fonctionne. Le fumeur vient souffler sur le ventilateur du dispositif, et le ventilateur va déclencher une odeur florale qui arrive au nez du non-fumeur. Bien, a veces también nos centramos en retos cotidianos. Por ejemplo, en Francia tenemos una ley que prohíbe fumar en diversos espacios públicos, ¿no? Y como no fumadores nos preguntábamos cómo podemos disfrutar, por ejemplo, de estar en una terraza.
Creamos este dispositivo que, para que funcione, necesitas una persona que fume. ¿Por qué? Porque necesitas que la persona tire el humo a ese ventilador que hay ahí, y al tirar el humo al ventilador se desprende unas esencias florales que te llegan por el tubo a la nariz. Il y a aussi quelque chose de très important là-dessus. La nomenclature et la manière dont on représente ces dispositifs-là s'inspire des catalogues d'achat, qui peuvent être des catalogues Ikea, des catalogues de revues, de vêtements. Donc on vient noter par une petite nomenclature. Là en l'occurrence il y a CO.6 qui correspond à la catégorie confort et au 6e dispositif, pour accentuer le côté on peut l'acheter, on peut le commander en fonction de la couleur, du matériau, etc. Normalmente la nomenclatura que utilizamos se basa en los catálogos de compras, un catálogo de Ikea, un catálogo de ropa. No sé si podéis ver que hay una nomenclatura que pone CO.6, eso significa que está dentro de la categoría confort y es el sexto dispositivo. Queremos también un poco recrear la posibilidad de que esto se podría comprar, ¿no? Elegir el color, el modelo y comprarlo. Ce qui accentue aussi le côté réel et le côté aussi effrayant de ça pourrait exister. S'il y a deux personnes comme nous, on est capable de les imaginer, imaginez ce qu'une industrie entière pourrait être capable de faire pour les mettre en vente sur le marché. Y eso acentúa un poco la dicotomía entre la realidad y también el pavor que nos puede dar de que esto puede llegar a existir. Porque si nosotros lo hemos creado, dos personas hemos llegado a pensar esto, imagínate una industria con todo lo que implica, cómo puede llegar a poner esto en marcha. On a décidé aussi de vous représenter les 32 qu'on a imaginés là. On ne va pas tous vous les développer, mais c'est histoire simplement que vous voyez qu'il y en a 32. Plus il y aura d'enjeux, plus il y aura de réponses, plus on s'en inspirera pour créer de nouvelles choses, toujours en soutenant quelque chose qui nous tient à cœur, qui est est-ce qu'on veut en arriver là? Parce qu'on peut complètement en arriver là. Et c'est sur cette frontière qu'on aime bien jouer avec le côté absurde et le côté impossible pour justement ouvrir une discussion autour de ces enjeux. Aquí os mostramos los 32 dispositivos, no vamos a entrar en todos en detalle, es un poco para que veáis los que hay y que a más retos, más respuestas, a más respuestas, más inspiración, pero siempre llegando a plantearnos, ¿de verdad queremos llegar hasta ahí? ¿Este es nuestro límite? Porque sí, jugamos con lo absurdo, con lo improbable, pero hay que abrir mucho el debate porque esto podría ser probable. Une partie centrale de notre travail, c'est autour de la sensibilisation, de la discussion et du collectif. Et durant toute cette année, l'année 2023, on a organisé différents ateliers dans différentes institutions, que ce soit dans des écoles d'architecture, que ce soit au Cube, un centre d'art à Garges-les-Gonesse, ou encore au pavillon de l'Arsenal, le centre d'urbanisme et d'architecture. La parte central de nuestro trabajo gira en torno a la sensibilización, al debate y también a la acción colectiva. Durante el año 2023 organizamos varios talleres en distintas instituciones, en escuelas nacionales de arquitectura, en el Centro de Arte Cube de Garges-les-Gonesse y en el pabellón del Arsenal, que es el Centro de Urbanismo y Arquitectura. Les ateliers s'étalaient d'une après-midi à une semaine, ça dépendait des formats. Et c'était pour tout public, de personnes qui allaient de 7 ans à 77 ans. Et un peu à l'image de notre méthodologie, chaque début d'atelier, on leur demandait de décrire au moins minimum 5 enjeux qui veulent changer dans leur vie. Qu'est-ce qu'ils ont envie de changer au quotidien? Bon, finalement, ils avaient tous au moins une trentaine d'enjeux à écrire. Et ensuite, on leur demandait de se répartir par groupe de 2 ou de 3, en fonction des enjeux qui leur semblaient similaires. Et à la fin de l'atelier, ils imaginaient un dispositif qui dessinait directement sur un modèle vierge qu'on leur fournissait. Los talleres que organizamos van pues desde solo una tarde hasta un taller que dura una semana entera. Y son aptos para todas las edades, de 7 a 77. De acuerdo con nuestra propia metodología, cada taller comienza recogiendo los retos propios de las personas que están en el taller. Entonces les planteamos siempre que nos digan 5 retos, 5 cosas que quieren cambiar en su ciudad, en su cotidiano. Más o menos recogemos unos 30 retos y hacemos que el grupo se divida en pequeños grupos de 2 o 3 personas en función de las características de sus intereses, ¿no?
y les damos como un dispositivo, un modelo, para que pongan en práctica eso que están imaginando. Et enfin, chaque groupe présentait le dispositif fictif comme si c'était quelque chose qu'ils voulaient vendre, que ça soit quelque chose de réel, de manière assez même presque scientifique. On va vous montrer des exemples par la suite. Et à la fin, l'atelier se finissait toujours par une discussion ouverte. Cada grupo luego cogía su dispositivo y lo tenía que presentar delante del resto, pero como si de verdad lo estuviera vendiendo, ¿no? Como si fuera un dispositivo real, que esto, soy un científico, desde el punto de vista científico os muestro lo que he hecho, y los talleres siempre acaban con un debate abierto para todo el mundo. À titre d'exemple, on en a un qu'on aime bien raconter, mais il y en a aussi d'autres. On en a eu en tout dans les ateliers 55 propositions, et pendant l'exposition, on en a eu plus de 500. Des dessins de gens qui avaient des choses à dire. En l'occurrence, pour celui-ci, on voulait surtout revenir sur celui au centre. Nos gusta siempre mostraros un ejemplo, es el ejemplo que tenéis en el centro, aunque os tengo que decir que en los talleres recogimos más de 55 propuestas y durante la exposición más de 500 propuestas. Celui au centre a été fait du coup au Cube, l'institution à Garges-les-Gonesse, par 3 filles de 7 ans. Et elles se sont posé la question: comment donner de la richesse aux pauvres? Este ejemplo que os pongo en el centro es un ejemplo que salió en la exposición de Cube en Garges-les-Gonesse y está hecho por 3 niñas de 7 años, lo había dicho al revés, 3 niñas de 7 años que querían plantearse cómo devolver la riqueza a las personas pobres. On a décidé de prendre cet exemple en particulier parce que c'est pas juste une question de l'âge qu'elles ont, mais c'est une question de ce qu'elles ont développé. Y os mostramos este ejemplo no solamente por la edad de las personas que lo habían planteado, sino también por el ejemplo que ponían, por el propio dispositivo. Non, du coup, c'est un dispositif qui se porte à 2. Il y a d'un côté le riche qui a une combinaison de riches, donc il a un sac à dos qui distribue des billets, et il a aussi une calvitie, parce qu'un riche doit avoir moins de cheveux. Es un dispositivo que hace falta 2 personas. Tenemos por una parte a la persona que es el rico, ¿no? Y el rico lleva una mochila que va repartiendo billetes y está calvo porque para ser rico tienes que estar calvo. Et de l'autre côté, il y a le pauvre qui lui n'a pas de sexe, pas un homme ou une femme, il a juste une combinaison qui est faite avec ses cheveux sales. Par contre, le pauvre a quelque chose que le riche n'a pas, c'est des rêves. Et elles sont allées jusqu'à définir ce qu'étaient pour elles les rêves. Donc c'est avoir plus d'argent, avoir plus de temps et voir sa famille. Elles l'ont mise sur une forme de ceinture de rêve. La persona que representa a la persona pobre, no se sabe si es hombre o mujer, lo que sí que le define es su pelo sucio y una cosa que no tiene el rico, que son los sueños. Y definieron qué eran los sueños para ella, llegaron incluso hasta ese nivel de detalle, y que los sueños era tener más dinero, más tiempo y pasar tiempo con la familia. Y eso lo unieron en una especie de cinturón. Et la manière dont il fonctionne, c'est que le pauvre, dans leur point de vue à elle, génère des rêves chaque année, là où le riche ne génère pas de l'argent chaque année. Et il fonctionne de ce type-là. Le pauvre doit échanger ses rêves contre de l'argent, là où le riche, du coup, donne son jeu contre des rêves. Et elles ont inversé la cadence, ce qu'on trouve en tout cas assez fort dedans, c'est que finalement c'est un peu le reflet de notre société aussi. C'est de savoir qu'on va donner notre force créative contre de l'argent. Mais le point de vue intéressant, c'est que finalement, ça pose la question qui devient le pauvre et le riche de l'autre. El pobre, para las 3 niñas creadoras, lo que hacía era tener un sueño cada año, ¿no? Al mismo tiempo que el rico no generaba tampoco tanto dinero cada año. Pero lo que hacían era hacer un intercambio. El pobre le da el sueño y la persona rica le da el dinero. Y un poco nos hace también, es una de las cosas que más nos gusta, ¿no? Revertir un poco la cadencia, porque es un reflejo de la sociedad. Nos habla de la fuerza creadora y hasta qué punto, ¿no? Este tipo de intercambio lo hacemos también nosotras y nosotros. Damos nuestra capacidad creadora a cambio de dinero. Il y a d'autres, ils ont développé aussi d'autres dispositifs, plus il y a des questions d'inclusivité. Par exemple, celui que vous pouvez voir sur l'image en bas à gauche, en orange, la ceinture de la honte. Ça, c'est un dispositif qui a été développé par 2 filles qui ont développé la ceinture de la honte pour éviter le manspreading dans les transports en commun.
où il faut, je continue, où il faut, donc c'est une ceinture sur laquelle il y a 2 poches d'eau sous la ceinture, et dès que l'homme écarte ses jambes, l'eau se déverse sur son pantalon. Et il se retrouve un peu comme un enfant, comme s'il avait fait pipi sur lui. Donc, et il avait honte, et c'était un peu infantilisé ce mouvement. Hay más ejemplos sobre más o menos el mismo modelo. Tenéis el de abajo a la izquierda, que lo crearon 2 chicas y era el cinturón de la vergüenza. Y era un poco para combatir el reto de, esto lo decimos también en inglés, nosotros en español, el mansplaining, ¿no? El hombre este que se espatarra en los medios de transporte. Pues era para combatir eso y crearon un cinturón que tenía como una especie de 2 vasos, bolsas de agua, en el que el momento de que el hombre le abría las piernas para separarlas, ese agua le caía encima de los pantalones, entonces se quedaba todo mojadito como un niño pequeño que se ha hecho pipí encima. De allí el cinturón de la vergüenza, ¿no? Y es un poco también infantilizar ese tipo de retos que tenemos. Dans le cadre de notre exposition, on montrait les dispositifs qu'on a imaginés, mais il y avait également un espace de discussion où on invitait les visiteurs à prendre part à l'exposition. À leur tour, ils écrivaient leurs enjeux, ils imaginaient un dispositif fictif et ensuite ils les affichaient directement sur le mur. On a récolté plus de 500 compositions qui sont extrêmement riches et inspirantes, mais également effrayantes. Et nécessaire. En la exposición, aparte de la propia exposición y de mostrar nuestros dispositivos, también teníamos un espacio de debate donde le pedíamos al público que escribiera sus propios retos y dispositivos para contrarrestar este tipo de retos y de situaciones. Llegamos a coger, como os decíamos antes, más de 500 composiciones, que son composiciones muy ricas, muy inspiradoras, dan miedo, pero que al mismo tiempo son necesarias. Au-delà de concevoir aussi en 3D les dispositifs ou de penser comment ils vont être dessinés, etc., en tant qu'architecte, c'est aussi important de connaître la matière avec laquelle on travaille. Que ce soit du métal, du plastique, du bois, il faut connaître ces éléments-là, non seulement pour pouvoir ensuite les réutiliser sur d'autres projets, et aussi pour tout simplement avoir le plaisir de travailler la matière, qui est un plaisir qu'on partage avec elle. Pues además de diseñar los dispositivos en 3D y ver cómo los íbamos a diseñar, también es importante conocer con qué material vamos a trabajar, si era madera, si era vidrio, si era metal. Primero para poderlo reutilizar y segundo porque es que nos gusta mucho, ¿no?, el hecho de utilizar la materia. Il y avait aussi 3 points un peu importants, c'était il fallait qu'on le construise tous les deux pour accentuer le côté absurde. Comme je disais tout à l'heure, si à 2 personnes on est capable de faire ça, imaginez encore une fois ce qu'une industrie pourrait faire. La seconde, c'était aussi inviter les visiteurs à les expérimenter, à les tester, pour qu'ils se sentent dans la position de ça existe, non ça n'existe pas, c'est le réel, c'est le fictif, c'est imaginaire, qu'on les mette un peu sur cette balance-là. Et enfin, la dernière, c'est de visualiser l'impact que pourraient avoir ces dispositifs dans le monde, dans la ville. Para nosotros hay 3 puntos importantes. Por un lado es acentuar el lado absurdo, ¿no? Y como os decía antes, esto lo hemos pensado entre 2, imaginar lo que va a pasar si esto lo piensa la industria, ¿no? Al mismo tiempo invitar al público a probarlo y entonces se crea ese momento de ¿pero esto existe? ¿Esto no existe? ¿Esto es real? ¿Esto es de mentira? Y luego también visibilizar, ¿no?, el impacto que puede tener, diríamos, en el mundo general o en la ciudad en concreto. Pendant la fabrication, du coup, on a appris à être à la fois plombier, électricien, parce que le réverbère, par exemple, on l'a construit, mais il a fallu qu'on mette un code à l'intérieur. Donc en utilisant Arduino, qui vont être des logiciels qui font plus autour de la technique, bref, on passe là-dessus, c'est dans la manière du coup dont la lumière allait s'activer pendant seulement 3 secondes sur une fréquence donnée. Donc si on criait plus fort, elle allait s'activer pendant 3 secondes seulement. Il fallait qu'on apprenne à être plein de personnes qu'on n'était pas vraiment. Et quand on les a réalisées, c'était important de travailler l'ergonomie, la couleur, les références aussi, utiliser des références soit à des films d'horreur, soit à des masques qu'on allait porter. Par exemple, celui-ci où on travaille le côté lisse pour qu'on le mette et que ce soit agréable. Et vu que les visiteurs l'essayaient, il fallait aussi que ce soit agréable pour eux. Y al final acabamos siendo un poco de todo.
un poco fontanero, un poco electricista, un poco codificador. ¿Por qué? Pues por ejemplo en el ejemplo que os hemos puesto antes de la luz, que había que gritar, ¿no? Había que tener un código, había que tener un software, os voy a pasar los detalles, pero un software a ver por qué, en qué momento, según la frecuencia del sonido, la luz se iba a encender 3 segundos y si no, no iba a funcionar, tenía que ser con cierta frecuencia. Todo eso nos ha hecho pues tener que ser muchos roles a la vez, ¿no? Y también importante para nosotros la ergonomía, el color, las referencias a películas de terror, las máscaras. Y cuando hablo también de ergonomía, que tienen que ser cosas que sean cómodas para el público, ya que queremos que el público se lo pruebe y lo utilice y lo toque, tiene que ser algo que sea agradable de hacer o de utilizar. Et maintenant, on va vous présenter une courte vidéo d'1 minute pour que vous voyez les dispositifs qu'on a construits et comment ils fonctionnent. Os vamos a poner un vídeo muy cortito de 1 minuto para que veáis un poco los dispositivos que hacemos y cómo funcionan. Il n'y a pas de son. No tiene sonido. Bah, c'est... En bas à gauche, c'est une combinaison anti-ville stressante qui permet de réduire le stress dans les transports en public. Sauf que sa limite, c'est que du coup, ce que ça crée, c'est que des gens peuvent venir nous toucher dans les transports et c'est justement ce qu'on essaye d'éviter. En la parte de la izquierda es un dispositivo para reducir el estrés en el transporte público. Lo que pasa es que permite a la gente que se acerque en el transporte público a tocarnos, que es una de las cosas que queremos evitar con el propio dispositivo. En bas à droite, c'est l'isolateur et discussion privée que vous présentez tout à l'heure pour réduire les nuisances sonores dans les restaurants. Abajo a la derecha lo que tenemos es lo que os habíamos presentado antes, que era para reducir el impacto sonoro en situaciones sociales. Et la plupart du temps, on aime bien terminer en disant que finalement, c'est en imaginant des choses impossibles qu'on arrive à ouvrir un terrain des possibles. Ça génère des discussions avec les gens qui sont très riches, pour nous en tout cas, et que ça fait partie de notre travail en tant qu'architecte d'ouvrir sur des concertations en disant simplement c'est pas parce que je suis architecte que je sais tout et on a le droit de ne pas savoir des choses et de continuer de douter et de dire est-ce que la ville elle se fait de cette façon-là, qui je suis moi pour faire la ville de cette manière-là. Avant d'être architecte, on est avant tout habitant d'une ville et on est persuadé qu'en servant un peu l'humour de l'absurde, on arrive à délier des langages et avoir des discussions qui vont au-delà juste de l'activation, de répondre à installer un banc ici par exemple, ou faire un bâtiment pour les Jeux Olympiques à Paris. Ça va un peu plus loin et ça fait du bien. Nos gusta siempre terminar un poco con debate, ¿no? Hablando de lo imposible o lo posible, cómo imaginando lo imposible le abrimos el mundo a grandes posibilidades, a un debate rico, por lo menos para nosotros, porque nuestro trabajo, sí, como somos arquitectos, arquitecto y arquitecta, pero no lo sabemos todo. Tenemos derecho a dudar, a no saber, a cuestionarnos. Lo primero es qué queremos en la ciudad, cómo es la ciudad, ¿verdad la ciudad es así? ¿Quién soy yo? Porque antes de arquitecto soy un habitante de la ciudad. Y a través de el humor y el absurdo ver algo más allá de una simple instalación, más allá de un banco o un edificio en París para los Juegos Olímpicos. Et perpétuer, on aime bien finir par ça. On est convaincu que c'est en imaginant l'impossible que s'ouvre le terrain des possibles. Voilà, merci de votre attention. Merci Eusebio, merci. Al imaginar lo imposible, abrimos las puertas a todo lo posible. Muchas gracias. Si tenéis preguntas, es un buen momento. Merci beaucoup les amis. Bueno, si tenéis alguna pregunta, alguna inquietud, que preguntarles a ellos, sí, por aquí. Bonjour.
Buen día. Quería preguntar si algún político, el alcalde de París o, no sé, el regidor de movilidad de París ha pogut provar estos dispositivos y qué opinan al respecto. Gracias. Merci beaucoup. Oui, alors pas le maire, et l'endroit dans lequel on présentait l'exposition qui est au pavillon de l'Arsenal. Il y a le président et la directrice qui sont venus, qui les ont essayés, mais c'était un peu des gadgets pour eux. Et là, on s'est senti un peu responsable, c'est qu'ils nous avaient dit si les élus locaux viennent pendant l'exposition, vous n'aurez pas le temps de présenter l'exposition. Et on s'est dit, wow, il y a un problème à ce moment-là. Et du coup, le fait de les faire vivre, finalement, le fait qu'ils les aient expérimentés nous a permis de pouvoir discuter à la suite de ça et de dire, ok, on a le droit de parler maintenant. Sí, la respuesta es sí y no, el alcalde no. Pero, por ejemplo, en la exposición que hicimos en el pabellón Arsenal, sí que tanto el director como el segundo de a bordo nos dijeron, bueno, vinieron a probarlo, ¿no? Porque de hecho nos dijeron, si viene el personal político no tendréis tiempo de presentar la exposición, para nosotros era un problema. Entonces, sí que se lo pudieron probar, vieron lo que era y a partir de ahí abrimos el debate. ¿Algo más? ¿Alguna vez? Aló, merci. Bueno, yo siempre penso en la contradicció que genera la producció de material en un món que cada vegada hem de pensar més sostenible. Llavors, sempre tinc aquesta contradicció entre l'art i la producció, o darrerament més. Llavors, què feu en tot el material que genereu, que després se recicla, ho reutilitzeu, ho veneu a Tiger perquè vengui més absurd, però almenys reflexioneu? Merci pour la question. Déjà dans un premier temps, aussi on n'a pas vraiment parlé, mais quand on les construit, ces objets-là, ça peut être aussi des objets de récup qu'on essaie de trouver un peu d'assemblage sur le tas. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils peuvent aussi un peu différencier en général de ce qu'on a conçu à travers les modélisations 3D et de ce qui sont faits après. Mais sinon là l'idée c'est qu'après ça, c'est que ça sorte des espaces d'exposition et que ça aille vraiment dans l'espace public, qu'on fasse des vidéos et qu'on fasse des actions et qu'on arrive à engendrer des discussions directement dans la rue. J'ajoute aussi dessus. Par exemple, ça va être une tringle de rideau, donc ils sont faits avec des éléments aussi où il n'y a pas que ça, il y a des vieux tuyaux de plomberie pour le réverbère. Donc déjà on essaie un maximum d'utiliser quand on peut pour véhiculer le message des éléments détournés. Et pour la suite, ces objets-là, on veut en faire des films, donc pas du tout en vente ou dans d'autres endroits, peut-être dans d'autres expositions, et surtout en faire des films et les essayer dans la rue pour faire des sortes de performances où les gens verront ça et diront ça existe. Il y a peut-être déjà en attendant ça, sur l'image. Oui, bien sûr. Gracias por la pregunta. Bueno, utilizamos varias cosas, ¿no? Primero pensamos en modelo en 3D, utilizamos materiales, a veces intentamos que salga teniendo la exposición, ¿no? Al espacio público, creando vídeos y acciones en la calle para que la gente se cuestione y vea si ese elemento es o no es real, si eso puede llegar a existir. Volviendo un poco a la pregunta del reciclaje, de hecho los materiales ya que lo utilizamos son materiales que muchos de ellos existen ya para otras cosas. Había antes una imagen ahí que era un riel de una cortina, a veces utilizamos tuberías, o sea, es que ya de entrada nuestro principio es recoger cosas que ya sirven para otras cosas y que ya están.
y luego utilizar esos elementos de un poco de distorsión y, como decía, sacarlos a la calle para que sean un elemento revulsivo, que la gente pueda ver si eso es o no es, si existe o no. Il y a aussi quelque chose par rapport à ça que je voulais ajouter. On a le temps. En janvier dernier, on imaginait un dispositif qui est, que vous allez voir juste ici, qui est celui-là. En enero del 2023 imaginamos este dispositivo de aquí, Où on s'inspirait de Dyson, les aspirateurs, pour profiter d'une balade dans une ville polluée. nos inspiramos para este dispositivo en los aspiradores y era para aprovechar o disfrutar de un paseo en una ciudad completamente, no sé la palabra, contaminada. Et en juillet, Dyson eux-mêmes ont sorti un vrai dispositif qui est en vente aujourd'hui, sur lequel ils ont fait des promotions pour Noël à 700 €, quelque chose comme ça, qui est celui que vous voyez juste ici, celui-là, qui permet de faire exactement la même chose. Y el dispositivo estaba un poco basado en la marca Dyson. Y justamente en julio de este año, Dyson saca a la venta una cosa muy parecida con una super mega promoción en Navidad a 700 €, con una concepción muy parecida a esta. Et on se dit du coup que nos objets, raison de plus pour s'en servir et les mettre dans la rue pour voir ce que ça génère dans la tête des gens. Nous, par exemple, de voir ça, ça nous choque. Mais la manière dont le marketing est tourné, c'est ok de le vendre de cette manière-là. Nos gusta siempre en esa parte de sacarlo fuera y de ver la gente un poco que se plantea. Porque para nosotros es un poco un shock, ¿no? Son objetos rozando lo real y real, pero vemos que a través de un gran marketing resulta que esto se vende. Si jamais vous voulez voir plus de dispositifs, ici, vous pouvez venir après consulter, il y a les 32 dispositifs. Si queréis ver bien luego los dispositivos, aquí en este manual podéis consultar los 32 que hicimos. Vale, si no hay alguna pregunta más, sí. No es tanto una pregunta o sea, un comentario a lo mejor que, o sea, se me ocurre que a lo mejor con esto pueda caer en saco roto. Quiero decir que la gente se quede un poco con la gracia de que sea absurdo y que no se lo tomen en serio, o la gente de más arriba, los que tienen poder, que no reaccionen, ¿no? Por ejemplo, con lo de que habéis dicho al principio del mobiliario que está como obstaculizando que las personas que están en la calle no puedan utilizarlo para dormir o lo que sea. Como que a lo mejor os ponéis, o sea, esas cosas os ponen en contra de la gente de arriba, que para mí está genial, pero que como que no reaccionan como debería o algo así. No sé si me... Complètement. Si ça reste au stade comme ça n'a aucun intérêt. Mais on imagine que l'intérêt, c'est pas de toucher les politiciens, c'est de nous toucher nous tous, déjà. Et qu'en commençant par nous être sensibles à ce genre d'enjeux-là, qui sont des enjeux partagés, c'est déjà une action. Et bien sûr, après, plus tard, plus loin, mais on n'a pas la prétention pour l'instant de s'adresser à des politiciens, parce qu'on n'a pas les codes, on ne parle pas de la même manière, on n'est pas dans ce milieu-là. On est dans un milieu, par exemple là, actuel,
on n'est pas politicien, là, enfin j'imagine pas en tout cas, et on ne s'adresse pas à des politiciens. On s'adresse avant tout, nous, à des gens qui sont habitantes d'une ville. Bien sûr, des politiciens le sont aussi, mais l'objectif, c'est déjà de nous sensibiliser à ces enjeux. Et après, on fera une révolution, si on veut. Sí, es que completamente razón. Si se va a quedar solamente en ese plano, si se va a quedar solamente en el folleto, no tiene ningún interés. Pero nuestro objetivo no es llegar a los políticos, nuestro objetivo es llegar a todo el mundo. Nuestro objetivo es ver cuáles son esos retos compartidos y eso ya en sí mismo es una acción. Luego ya, más tarde, más adelante, llegaremos a otras esferas probablemente. Pero es que ahora no tenemos ese código, no compartimos ese lenguaje ni compartimos ese contexto. Aquí mismo, no sé, a lo mejor me equivoco, pero no creo que haya ningún personal político, ¿no? Pero aquí sí que nos podemos igual sensibilizar. Lo que nos interesa es hablar con las personas que habitan la ciudad. Los políticos también la habitan, pero no son nuestro objetivo principal. Es sensibilizarlos y a través de esa sensibilización llegar probablemente a la revolución. Step 2. Muchas gracias.